RTL Matin. Emmanuel Macron vous répond en direct sur RTL. 8h16, Emmanuel Macron, vous êtes resté avec nous pour dialoguer avec les auditeurs d'RTL au 3210. On va commencer ça, pardonnez-moi. Dans un instant, juste une chose, j'ai sous les yeux deux choses. Cette enquête qui indique que vous êtes aujourd'hui en tête des personnalités de gauche préférées des Français, enquête que nous publions ce matin, et deux couvertures de journaux. L'Express, qui veut sa peau, VSD, combien de temps va-t-il tenir ? Que pensez-vous de ces unes et que révèlent-elles de votre trajectoire et de votre situation dans la vie politique française aujourd'hui ? Écoutez, moi je ne suis pas dans le commentaire ni des unes ni du reste. Je pense qu'il y a... Ça vous concerne ? Oui, ça peut même vous toucher. Je vous le confirme. Il y a parfois des choses déplaisantes quand elles touchent à la vie privée ou à votre honneur. Parce que qu'on ait pu ces dernières semaines salir mon honneur en quelque sorte et ce que je suis, ça m'a en effet touché parce que je considère que c'est pas ça la vie politique. La vie politique, c'est un débat sur les idées, sur les convictions, parfois sur les tensions, ça je le respecte. Mais qu'on dise que je n'ai pas respecté par exemple la loi fiscale, c'est intolérable. Parce que je me suis toujours mis en conformité, j'ai toujours payé mes impôts et je l'ai toujours fait avec transparence et vigilance. Donc c'était de la malveillance. Qu'on ait pu dire que j'ai du mépris pour les gens, c'est faux. Moi, je continue à aller au-devant, y compris de celles et ceux qui ne sont pas d'accord, et quels que soient les raccourcis ou les manipulations qu'on continuera à faire sur ces sujets. Je suis comme ça. Mais au fond, vous savez, ça contrarie peut-être certains, dans le microcosme, comme on disait tout à l'heure, que je m'engage en politique, que je veuille apporter des idées nouvelles et agir. Mais ça ne m'arrêtera en rien. Je n'ai jamais vécu dans le regard des autres. J'ai fait, durant ma vie, des choix personnels, professionnels, qui ont été dictés à chaque fois par des convictions. Ça n'a pas toujours été facile, mais je les ai toujours faits parce que je ne vivais pas dans le regard des autres. Donc je ne vais pas commencer aujourd'hui. On va discuter avec les auditeurs d'RTL, à commencer par Patrick qui vous appelle de Poissy dans les Yvelines. Patrick, bonjour, merci de nous écouter. Le ministre de l'économie est avec vous, il vous écoute. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour, monsieur. Je voulais vous parler d'un sujet dont on parle peu en France, c'est le Brexit. Quel est le plan du gouvernement en cas de Brexit ? La contribution de la France va être augmentée. Qui va la payer ? Est-elle budgétée ? Des secteurs de l'économie française vont être impactés négativement. Lesquels, selon vous, et qu'a-t-il été prévu par les services de Bercy pour limiter la casse dans ces secteurs ? Les marchés financiers actuellement sont inquiets de Brexit. Peut-il avoir un effet sur les taux d'intérêt ? Si oui, qu'est-il prévu par Bercy ? Et ben voilà une question très précise, Emmanuel Macron. Bonjour monsieur. Bonjour. En effet, merci beaucoup. Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est un sujet qui est important et qui aura de toute façon des conséquences. Alors, il y a deux options. Il y a une option où les Britanniques décident de rester dans l'Union européenne la semaine prochaine. À ce moment-là, il y a de toute façon aussi là une réaction rapide à avoir pour éviter que d'autres pays n'engage le même type de procédure, puisque c'est un statut qui a été négocié au mois de février. Il ne s'agirait pas que le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne se mettent à vouloir le même statut. Donc c'est important, le jour d'après, de bien clarifier les choses. Ensuite, si la Grande-Bretagne décidait de sortir, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un processus qui commence, sur lequel on a peu de visibilité, mais qui dure. En théorie, quand on regarde le traité qui régit cela, à l'article 50, ça peut durer 2 ans. Donc ce que nous devons faire, ce que nous ferons, c'est là, avec les autres États membres, de demander beaucoup de clarté au gouvernement britannique le jour d'après. Parce que si les Britanniques disent non, disent en quelque sorte on veut quitter l'Europe, il peut y avoir plusieurs conséquences. Le gouvernement britannique peut dire écoutez, moi je prends mes responsabilités, je leur repose la question. Il ne faut pas l'exclure. Nous-mêmes, nous avons vécu des référendums et nous avons ensuite pris d'autres décisions. Quand je dis nous, c'était notre majorité, mais la France l'a fait. Ensuite, vous pouvez avoir une situation où les Britanniques disent « Nous voulons, au fond, sortir de l'Union européenne et de ce lien actuel, mais on veut continuer à avoir un accès au marché unique et donc une relation commerciale avec l'Union européenne. » Si c'est cela, vous avez aujourd'hui des États tiers avec lesquels nous avons ces relations. Par exemple, la Norvège ou la Suisse. Et ces pays contribuent au budget de l'Union européenne. Et donc, s'ils contribuent, il faut voir à quel montant, et les conséquences que vous indiquez sur le plan budgétaire pour les autres États membres ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, il faut demander clarification là aux Britanniques sur ce sujet. Si les Britanniques disent « nous, on veut pas du tout, on veut plus contribuer, on veut juste un traité commercial », à ce moment-là, c'est une relation comme celle, par exemple, qu'on a avec le Canada, qu'il faudra formaliser. Et vous avez raison, il faudra vraisemblablement revoir le budget de l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, les Britanniques ne sont pas ceux qui s'en sortent le moins bien à cet égard parce qu'ils ont leur chèque historiquement, mais il faudra revoir ces règles. Ensuite, quand on regarde les secteurs d'activité, la France,
l'Allemagne et plusieurs autres pays commercent avec le Royaume-Uni. Là, ça dépend de la politique de change que nous aurons l'un avec l'autre. D'ores et déjà, la Banque centrale britannique a indiqué qu'elle se coordonnerait avec la Banque centrale européenne pour éviter des variations de change qui pénalisent nos commerces réciproquement. Et je pense que c'est important. Ensuite, sur les services financiers. Là-dessus, je pense qu'il faut être très clair. Le président de la Commission européenne l'a été. Le commissaire Hill, qui est britannique, en charge des services financiers à la Commission, l'a été. S'il y a un Brexit, il n'y aura plus de passeport pour les services financiers. Et donc ça aura une conséquence surtout pour la Grande-Bretagne, et ça peut avoir une conséquence positive sur notre économie, et c'est cela qu'il faudra jouer. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas complaisant, et qu'on soit clair extrêmement rapidement vis-à-vis des Britanniques, comme d'ailleurs des autres économies. Enfin, sur les sujets de marché, je suis très complet parce que la question était très complète. J'entends bien. Vous avez raison que ça crée aujourd'hui de la volatilité. Sur les taux, je pense que ça ne durera pas au-delà, parce que si on a un message clair justement vis-à-vis des marchés et des autorités, ça ne durera pas. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ? Ça peut faire baisser les marchés actions si il y a un message d'anxiété générale, parce que les fonds américains, les fonds asiatiques peuvent décider de se désengager. Je pense que nous sommes en capacité collective, et c'est ce à quoi nous serons attachés dans les prochains jours et prochaines semaines, à rassurer. Ensuite, il peut y avoir des écarts de change qui se créent, et vous le voyez, d'ailleurs, il y a une petite dépréciation de l'euro. C'est bon à court terme pour le commerce international, mais il faudra y être vigilant. Ensuite, je ne crois pas, pour ma part, à une remontée des taux d'intérêt liés à ce sujet. Donc, je serais plutôt rassurant sur ce point. Merci d'avoir été complet. Je veux bien que vous synthétisiez un peu plus pour qu'on puisse prendre aussi un peu de nombreux auditeurs. Voilà, monsieur. Dit, la question du Brexit est une question importante. Juste un oui, un non. Vous êtes favorable à un référendum en France ? On a pu le comprendre tout à l'heure dans votre réponse à François Langlais. S'il vous plaît, très rapidement. Je suis favorable à ce qu'il y ait un débat citoyen sur l'Europe. Je pense qu'un référendum aujourd'hui sur l'Europe... Non, un référendum, c'est un vote sur une question. Ça n'engage personne. On blablate gentiment entre nous. Alors. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça s'organise, que ça se construit et qu'on peut en tirer les conséquences. Mais si nous n'avons pas... Je pense qu'à terme, il faut de toute façon qu'il y ait des pratiques de référendum sur ces sujets. Et on a besoin de le faire. Mais il faut d'abord qu'il y ait un débat citoyen. Vous savez, sinon, si vous faites un référendum sur un texte ou une question, bien souvent, les gens répondent non pas sur la question, mais sur le contexte. Merci infiniment Patrick et bonjour Yves. Nous vous écoutons, le ministre de l'économie est avec vous. Oui, monsieur Macron, bonjour. Bonjour monsieur. Dans tous les domaines en France, la France est en difficulté à mon avis. Il est nécessaire de resserrer les dépenses un peu partout. J'ai entendu une suggestion en ce qui concerne le surplus de coûts des investissements d'EDF qui se situerait à 30 € sur la facture. Monsieur le ministre, il serait judicieux que EDF balaye devant sa porte au lieu de faire l'aumône ou la manche. D'abord, que tout le monde paie son électricité au tarif normal au lieu de 10% à vie. Et entre autres, que le comité d'entreprise fonctionne sur 1,5% des salaires et non pas sur 1% du chiffre d'affaires. Si on pouvait mettre cela en place, monsieur le ministre, après on pourrait voir. Je crois qu'on a bien compris l'état d'esprit de votre question. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à EDF Bonjour monsieur. Écoutez, d'abord, tout ne va pas mal en France. Je veux quand même vous rassurer. Maintenant, sur le sujet d'EDF. C'est pas EDF qui demande l'augmentation qui a été annoncée hier de 30 € sur 18 mois. C'est le Conseil d'État qui demande à l'État de rattraper ce que nous n'avons pas fait. Maintenant, les tarifs sont fixés un peu différemment, c'est un processus plus automatique, mais parfois l'État n'a pas voulu passer les augmentations qui étaient nécessaires pour préserver d'ailleurs le consommateur et qui ne couvraient du coup pas les coûts de production d'EDF. Donc sur ce sujet, je peux vous le dire, c'est plutôt une bonne raison. Par contre, pour ce qui est du reste, du sujet EDF, je pense qu'il ne faut pas tomber dans les caricatures, même si je comprends votre sensibilité, et je l'ai souvent lu, souvent entendu. EDF, c'est une grande entreprise française qui porte l'excellence de la production énergétique, de la production nucléaire et qui aujourd'hui se diversifie d'ailleurs dans le renouvelable et beaucoup d'autres secteurs. Il y a eu un compromis historique où en effet EDF a eu les fonctionnements que vous évoquiez, où l'État d'ailleurs lui-même, comme actionnaire, a beaucoup profité d'EDF et de ce qui était la rente du nucléaire. On a prélevé beaucoup de dividendes. Donc les torts sont partagés, si je puis dire. Aujourd'hui, EDF, compte tenu du contexte du marché de l'électricité, de la refondation de la filière nucléaire, à laquelle moi je crois profondément, et de la qualité justement de ses agents, est dans un processus d'effort partagé.
Et donc, moi, je veux avoir une réponse Donc vous positive. justifiez ces 30 € d'augmentation? Les 30 €, ça n'a rien à voir avec justement les sujets qu'évoque Monsieur par ailleurs. Ce qu'évoque Monsieur par ailleurs, c'est le fonctionnement historique d'EDF avec en quelque sorte un compromis social interne à la maison qui était très généreux. Bon, c'est ça ce que dénonce Monsieur. Vous ne le remettez pas en cause aujourd'hui? Je l'ai moi-même remis en cause à l'Assemblée. Je suis allé moi-même dans une centrale à Civaux m'en expliquer avec les salariés, leurs représentants. Faut tomber dans aucune caricature, mais moi mon approche, c'est l'approche des efforts partagés. L'État comme actionnaire doit faire des efforts. Nous n'avons pas prélevé de dividendes en justement monétaire cette année, en numéraire. On ne le fera pas l'année prochaine, l'année suivante. L'État contribuera au redressement d'EDF par une recapitalisation. L'entreprise fait des efforts en cédant des actifs non stratégiques, en ouvrant le capital de certaines activités. Et les salariés d'EDF font des efforts. Ce qui est là aussi un vrai changement historique. C'est conduit par le dirigeant d'EDF et je soutiens cette politique. Il y aura un programme d'1 milliard d'économies fait justement par l'entreprise et qui va passer par des efforts sur les achats, par des efforts en termes de modération salariale, par des efforts qui reviennent en effet sur des avantages historiques. Donc, vous avez, monsieur, je le comprends très bien, cette sensibilité, je la partage. Je ne veux pas non plus tomber dans la caricature parce qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent dans cette grande entreprise publique et qui, je peux vous le dire, croient dans le pays, croient dans la production industrielle de ce pays, font un travail formidable. Maintenant, ils sont avec nous dans cet effort partagé pour que l'entreprise marche mieux. Merci beaucoup, C'est comme ça Yves. qu'on y répondra. Ils vont faire des efforts à EDF, vous avez compris. Corinne, bonjour. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur Macron. Bonjour madame. Alors ma question est, est-ce que vous trouvez normal qu'un contrat qualification professionnelle touche 600 € pour 35 heures, sachant que c'est votre gouvernement qui l'a mis en place et voilà, et non complété par le Pôle emploi? Alors, ça enlève des emplois, on avait des CDD, on les a tous arrêtés, donc voilà. c'est vous qui êtes en contrat qualification professionnelle ? Non, moi je ne suis pas en contrat professionnel, j'ai vu plein de personnes arriver, donc voilà. Corinne est employée de grande distribution, mais c'est pas son, non, c'est pas son cas qu'elle met en avant, c'est les conséquences de certaines mesures gouvernementales. Pour bien comprendre, ce que vous me dites, c'est que dans votre entreprise, vous avez vu des CDD qui ont été supprimés, qui ont été remplacés par des contrats de qualification professionnelle. Je confirme. Voilà. D'accord. Alors, à 600 € par mois pour 35 heures. Je suis sensible à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous avez un taux de chômage que vous n'ignorez pas, qui est de près de 10%, on en parlait tout à l'heure, et un taux de chômage en particulier pour les plus jeunes qui est de 25%, avec des catégories de notre population qui sont abonnées au chômage, parfois au chômage de longue durée. Et donc la politique qui a été conduite à travers différents contrats, donc celui que vous évoquez, c'est d'aider les gens à revenir vers l'emploi avec des contrats qui sont limités dans le temps, mais qui permettent, qui incitent davantage les employeurs à prendre des profils qui sont plus fragiles, qui sont plus loin de l'emploi, pour les aider à avoir une expérience, à revenir vers l'emploi, et puis construire un parcours et ensuite accéder à un CDD et un CDI. Et donc, ils sont limités dans le temps, et c'est un parcours de transition. Ensuite, ce qui n'est pas normal, c'est que des entreprises, en effet, optimisent ces contrats et les utilisent pour supprimer, par ailleurs, de l'emploi qui est plus pérenne, en particulier du CDD. Donc ça, c'est contrôlé d'ailleurs par les services de l'État, parce que c'est une pratique qui n'est pas adaptée. On a aujourd'hui des entreprises qui ont recours à ces contrats de qualification professionnelle pour créer un parcours, c'est bon, et ça donne des perspectives à nos concitoyens. Lorsqu'il y a l'excès que vous indiquez, il faut le signaler, je vous le dis très franchement, à la directe, pour que des contrôles soient faits, parce que ça n'est pas normal que des entreprises fonctionnent sur des postes pérennes, avec en quelque sorte un contournement de la loi, et pour éviter même parfois de prendre des gens en CDI si c'était des contrats répétés. Donc ça n'est pas la finalité de ces emplois. Après, je comprends ce que vous dites. Il peut y avoir une forme de concurrence entre les formes d'emploi, mais il faut qu'on puisse articuler des objectifs, si je puis dire, multiples. La stabilité dans l'emploi de nos concitoyens, et évidemment la qualification progressive, et puis l'entrée dans l'emploi des plus fragiles. Et c'est aussi à ça que servent ces politiques. Donc il ne faut pas, en quelque sorte, diviser les uns les autres. Il faut plutôt y voir une offre complémentaire. Par contre, il faut contrôler lorsqu'il y a des abus qui sont faits par les employeurs. Merci. On va regarder, je prendrai le cas très précis hors antenne, pour qu'on puisse faire regarder s'il y a en effet des abus. Un excès et un Absolument. abus, et puis pour vous revenir plus précisément. On remercie Corinne. On donne la parole maintenant à Nicolas, qui nous appelle Damien. Bonjour Nicolas, vous êtes chef d'entreprise. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Monsieur. Je suis effectivement un chef d'entreprise de 52 ans à Amiens. Je suis sur un projet de développement de 3 200 000.
et j'ai un mal fou à me faire financer par les banquiers. D'où ma question, à quoi sert-il d'avoir des taux d'intérêt aussi bas si les banquiers ne prêtent pas aux entreprises? Une réponse courte, s'il vous plaît. Vous avez raison que sur les PME en particulier, il y a aujourd'hui, on le voit encore, une difficulté d'accès au crédit. Ça n'a rien à voir avec les taux bas, malheureusement, c'est les conditions même d'octroi de crédit et la prise de risque des banques. Là aussi, comme c'est un cas particulier, je pense qu'on peut efficacement le regarder en antenne et vous dire très précisément. Nous avons mis une pression accrue sur les banques ces derniers mois en essayant de davantage mesurer les refus, même les refus implicites que ces dernières font, ce qu'on appelle l'autocensure, parce que c'est un vrai problème qui touche les plus petites entreprises. Ensuite, la deuxième chose, on a, avec la Banque publique d'investissement, mis des dispositifs en place pour que des gens comme vous, justement, aient des mécanismes de soutien, et en particulier, qu'il y ait des mécanismes de garantie qui permettent d'accéder, justement, à l'emprunt bancaire. Apparemment, ça marche pas. Mais je ne sais pas si monsieur a fait appel à la Banque publique d'investissement. Il faut que vous ayez un pool bancaire, mais vous pouvez améliorer votre offre bancaire parce que la Banque publique d'investissement peut vous apporter une garantie. C'est exactement pour ça qu'elle a été conçue et elle est essentiellement d'ailleurs tournée vers les petites et moyennes entreprises. Donc, vous avez fait cette démarche, Nicolas, en 2 mots, s'il vous plaît? Effectivement, je suis allé voir le BPI, mais il se trouve que la BPI ne finance pas mon secteur, si vous voulez, qui est dans le secteur automobile. Et aujourd'hui, même si elle m'accompagne pas complètement, et les banquiers nous refusent en partie, une grosse partie du financement, et aujourd'hui, j'arrive pas à avancer alors que le projet a plus d'1 an. Mais votre projet, c'est un projet de quoi? D'investissement? C'est un projet d'investissement immobilier, tout à fait. Alors, sur ce sujet, d'abord, la BPI, elle va pas peut-être vous financer en direct, mais elle peut apporter une garantie qui sera importante pour vos banques. Premier point. A priori, ça leur suffit pas aux banquiers. Alors là, pour le coup, ça m'étonne. Et ce que je vous invite, c'est d'aller voir la médiation du crédit sur ce sujet, parce que si les conditions sont remplies, que vous êtes un risque connu, normalement, vous devez avoir accès. La deuxième chose, c'est que sur le cas que vous évoquez, je pense que vous pouvez essayer de voir avec la BPI si vous ne pourriez pas obtenir ce qu'on appelait un prêt de développement entreprise, qui permet d'ailleurs un décalage en termes de décaissement, parce que vous êtes sur un investissement pour votre entreprise même. Et je pense que ce que vous décrivez peut y être éligible. Nicolas, vous êtes toujours là? Je suis toujours là, j'écoute avec attention. Donc je pense que c'est vraiment moi je vous inviterai à vous retourner vers eux pour voir si dans leur offre, on peut là aussi hors antenne reprendre vos coordonnées pour se coordonner avec la direction régionale de la BPI. Votre demande correspond à ce qu'ils proposent. Mais au-delà de ça, si vous obtenez une garantie de la BPI, ce qui est l'objectif, il ne faut pas que les banques refusent ce crédit. Et là, il faut se tourner vers la médiation interentreprise. Nicolas, on va confier avec votre accord les coordonnées, vos coordonnées au ministre de l'économie. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors vous étiez très nombreux à nous téléphoner. Auprès de vous, je m'excuse de ne pas vous donner la parole plus longtemps alors que nous avons déjà débordé. J'ai une dernière toute petite question à vous poser, Emmanuel Macron, vous remerciant d'être venu nous voir ce matin à RTL. Elle est Mais très sur simple. ce sujet, je veux dire, c'est important parce que beaucoup nous écoutent. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Je pense qu'il faut traiter les cas particuliers. Mais on a un vrai souci sur le financement des TPE-PME. Et aujourd'hui, le financement bancaire ne permet pas d'y répondre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé le prêt interentreprise, le microcrédit. Mais je vais continuer à mettre la pression sur ce point qui est un vrai point de faiblesse. Et grâce à ma dernière question, vous pourrez me faire une réponse très très courte. Un oui ou un non suffira. Serez-vous encore au gouvernement à la rentrée? Le souhaitez-vous? Écoutez, je vous remercie surtout de la dernière formulation, parce que ça ne dépend pas de votre serviteur. Dans les institutions qui sont les nôtres, il y a un ministre qui s'engage, et puis il y a un président de la République qui dispose. Moi, je suis engagé au service de l'économie de notre pays. Je travaille ardemment depuis presque 2 ans sur ce sujet. C'est un sujet qui m'est cher. Je crois à cet engagement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis par ailleurs aussi engagé sur des projets politiques, mais mon souhait aujourd'hui est de continuer à être ministre de l'économie et responsable d'un mouvement politique qui recompose, je l'espère, l'offre française. Et ce, jusqu'à l'élection présidentielle? Vous assumerez vos fonctions, si le président vous le demande, jusqu'à la prochaine échéance présidentielle. C'est comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui ne dépend pas totalement de moi. Mais je suis aujourd'hui pleinement engagé dans ce travail. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'être venu discuter avec les auditeurs d'RTL et d'avoir répondu aux questions de François Langlais et Olivier Mazerolle. Bonne journée à vous.